Ce soir, cette belle avancée et bonne nouvelle pour appuyer les réformes déjà amorcées en République démocratique du Congo. Ce mercredi 3 juillet, le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI a approuvé la conclusion de la 6e et dernière revue du programme économique triennal de la République démocratique du Congo, soutenu par la facilité élargie des crédits du Fonds monétaire international à hauteur de plus d'1 milliard de dollars américains en faveur de la RDC, surtout 500 dollars américains d'appui budgétaire au gouvernement congolais pour pouvoir l'aider à financer ses politiques sociales au profit de la population congolaise. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est exprimé dans la soirée de samedi à dimanche 30 juin. C'était à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a également évoqué la situation économique et sur ces points. Il s'est voulu optimiste et les perspectives économiques restent donc favorables, a-t-il assuré. Le président de la République s'est dit cependant conscient des difficultés sociales des Congolais. Côté infrastructure, le président de la République est revenu sur les travaux de construction d'une route périphérique pour désengorger les centres-villes de Kinshasa. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait. Dans le cadre de l'amélioration de la mobilité dans les grandes villes du pays, je viens de lancer les travaux de construction de la route de contournement de la capitale Kinshasa, partant de la cité de Mboudi et débouchant sur la route nationale numéro 1 par Badara, non loin de l'aéroport international de Njili. Mais au-delà de ces efforts encourageants, je suis conscient des difficultés sociales que rencontre la majorité des Congolais au quotidien. En ma qualité de garant de la nation, je peux vous rassurer que cette situation me tient à cœur et que rien n'arrêtera ma détermination à y apporter des solutions idoines et urgentes. Aussi, ai-je instruit le gouvernement à prendre des mesures nécessaires pour alléger le coût du panier et améliorer le pouvoir d'achat de la population. Mes très chers compatriotes, la véritable indépendance et la liberté découlent inévitablement du développement, fruit d'un dévouement et d'une prise de conscience profonde de nos responsabilités. Ainsi, en célébrant notre fête nationale, nous sommes tous interpellés à embrasser pleinement la maturité de notre nation et à assumer pleinement les devoirs qui en découlent. En tant que citoyennes et citoyens congolais, où que nous soyons, il est impératif de nous engager résolument pour promouvoir les valeurs de solidarité, de justice et de travail. C'est en nous appropriant véritablement de ces idéaux que nous prendrons pour de bon le plus bel élan, comme nous y invite notre hymne national, et ce, en vue d'ouvrir la voie à un avenir radieux pour notre pays, lui permettant ainsi de prendre sa place légitime parmi les nations influentes du monde. Bonne fête nationale à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Des graves violations des droits de l'homme sont commises dans l'est du pays. La Commission nationale des droits de l'homme envisage déjà de porter ces violations devant les instances internationales pour que justice y soit rendue aux populations victimes. La Première ministre a alerté cette institution d'appui à la démocratie sur ces drames pour des actions concrètes. Au contact des déplacés de guerre dans le camp de Mugunga, la Première ministre a appris la dimension que seule cette proximité pouvait donner. De retour à Kinshasa, elle actionne les instruments dont dispose le pays pour défendre la dignité de tout un peuple.
Ce mercredi 3 juillet 2024, la Commission nationale des droits de l'homme, conduite par son président Paul Ntsapou, a eu des échanges avec la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka sur ses observations concernant les cas de violations massives des droits de l'homme dans cette partie du pays. Cette situation de la RDC impacte sur les questions de droits de l'homme, sur les questions de valeur des dignités humaines, avec tout ce que nous déplorons à l'est du pays où notre pays, la RDC, est attaqué. Cette instance d'appui à la démocratie compte mener une action diplomatique pour dénoncer ces graves violences. Il y a des situations sur lesquelles on doit beaucoup travailler. La situation de l'invasion, des attaques, le conflit armé, et toutes ces questions, les attaques surtout du Rwanda et même de l'Ouganda. Vous êtes sans ignorer que nous sommes attaqués et nos populations subissent vraiment des conséquences énormes à l'est du pays. Et c'est dire que de ce côté-là, la situation n'est pas guère reluisante et nous sommes en train de nous organiser pour argumenter davantage et nous présenter au niveau des instances internationales avec cette situation et pour que justice soit faite à la RDC et sa population. Cet échange avec le numéro 1 du gouvernement central était une occasion pour la Commission nationale des droits de l'homme de faire un plaidoyer sur les difficultés empêchant le bon fonctionnement de la Commission. La première ministre en est consciente et promet de s'y pencher compte tenu du rôle de la CNDH en ce moment où la République démocratique du Congo figure à l'ordre du jour des grands rendez-vous internationaux pour examiner sa situation, a rassuré le président de la Commission nationale des droits de l'homme. Les centres de développement intégral Bois-Manda et la société Liesa et Sahel veulent contribuer aux efforts du gouvernement de la République pour des solutions aux problèmes des pénuries des maïs et des riz dans certains coins du pays. Voilà tous les sens de l'audience que les vice-premiers ministres et ministres de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba a accordé à la délégation d'opérateurs agricoles conduite par le directeur général du CDI Bois-Manda. Redépenda pour le reportage. Le professeur Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, affiche sa détermination d'appuyer les opérateurs économiques dans leur diversité. Daniel Mukoko Samba encourage les opérateurs économiques à investir dans tous les secteurs pour la promotion de la diversification de l'économie congolaise. En recevant la délégation des opérateurs agricoles conduite par le directeur général de la CDI Bois-Manda, Dewe Sana, qu'accompagnait le directeur général de la société Liesa Esrel, Jimmy Koukela, c'est dans la perspective de résorber tant soit peu la crise en produits alimentaires des premiers besoins alimentaires. Depuis les jours où nous avons appris qu'on l'a nommé, je connaissais un peu à distance, nous nous sommes rendus compte que c'est une nouvelle qui va nous aider à faire émerger notre économie, surtout dans le secteur agricole, qui est un secteur dans lequel nous évoluons plus. La CDI Bois-Manda a manifesté son intention favorable d'accompagner le gouvernement de la République dans la bataille contre la pénurie de maïs. Nous avons eu une conversation très enrichissante qui tournait essentiellement autour de la relance de la production agricole. La population congolaise n'attend que cela et nous sommes contents d'entendre que le vice-premier ministre il voit les choses dans ce sens-là. La RDC a vocation à devenir le grenier de l'Afrique. Notre échange a été vraiment fructueux. La société Liesa Esrel n'est pas en reste. Elle veut y apporter sa touche. Avec ces deux usines de production du riz à Bumba et à Kikwit, du riz local de très bonne qualité, admiré et exporté dans plusieurs pays d'Afrique. Les renforcements des capacités militaires étaient au centre d'un colloque international de 2 jours sous les thèmes « Les armées africaines face à la reconfiguration stratégique mondiale de défense et de sécurité ». C'est le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale qui a présidé cette cérémonie de clôture. Explication sans Daniel Gatabu. Les armées africaines face à la reconfiguration stratégique mondiale de défense et de sécurité, c'est autour de ce thème que les experts, les chercheurs militaires venus du Maroc, France, Cameroun, Afrique du Sud, Kinshasa ainsi que des professeurs d'université ont réfléchi pendant 2 jours au cours de ce colloque international sur le renforcement des capacités militaires.
Des travaux qui tombent à point nommé au moment où la République démocratique du Congo est confrontée à des conflits armés. Le professeur Pascal Kapagama de l'Université de Kinshasa, présent à ces travaux, salue les échanges enrichissants et constructifs des participants à ces travaux. La France, qui intensifie la coopération militaire avec plusieurs pays africains, a développé 3 thématiques. Pour le vice-ministre de la Défense, Sami Adoubango, représentant personnel du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita, l'Afrique a besoin plus que jamais des partenaires pour le renforcement effectif de ses armées. Le commandant de l'école de guerre de Kinshasa, lui, a relevé l'importance de cette conférence qui rassemble les têtes pensantes des armées pour cogiter sur les intentions de la reconfiguration stratégique mondiale accentuée actuellement par les conséquences de la guerre. Il a en outre identifié les voies et moyens pour renforcer la défense en Afrique en général et dans la région des Grands Lacs en particulier. La tenue d'un tel colloque va permettre sans nul doute aux pays africains de renforcer leur coopération militaire et de lutter contre les groupes armés qui opèrent dans plusieurs pays africains. Plusieurs recommandations ont été formulées par les participants. Au ministère des Droits humains, l'on s'active pour la promotion efficace des droits humains en République démocratique du Congo. À cet effet, la ministre Chantal Tshamba-Monvita a présidé une séance de travail entre les membres de son cabinet et ceux du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Reportage signé Jemima Diane Mogo. Création des passerelles de collaboration entre le ministère des Droits humains et le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme, tel était l'objectif principal de la séance de travail présidée ce mardi 2 juillet par Chantal Tshamba-Monvita, ministre des Droits humains en RDC. Durant plus de 2 heures, ces défenseurs de droits de l'homme ont synchronisé les priorités en vue de mener des actions efficaces suivant les priorités premières du gouvernement congolais et selon les engagements du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Patrice Vaward, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, se dit motivé à accompagner le gouvernement congolais à travers le ministère des Droits humains, tout en saluant l'expertise des membres du cabinet de Maître Chantal Tshamba-Monvita. Cette première rencontre nous rassure du fait que nous avons du côté du ministère des Droits humains une équipe d'experts très compétents avec lesquels nous espérons vraiment pouvoir travailler à accompagner dans la mise en œuvre des priorités du gouvernement en matière des droits humains. Donc ça augure d'un avenir meilleur. En tout cas, nous reviendrons. Nous avons déjà convenu de nous retrouver toutes les semaines, travailler comme une seule équipe et je crois que pour nous, c'est un honneur d'avoir ce privilège-là, de pouvoir accompagner aussi étroitement le gouvernement à travers le ministère des Droits humains. Donc nous sommes très motivés, très engagés. Depuis sa prise officielle de fonction à la tête du ministère des Droits humains, Maître Chantal Tshamba-Monvita se montre ouverte et réceptive à toute discussion utile pour la promotion des droits de l'homme en RDC. La délégation de l'Association congolaise des sous-traitants en technologie de l'information et de la communication était auprès du ministre des Postes, Télécommunications et Numérique, Augustin Kibassa. Question de solliciter son accompagnement dans ces secteurs. Également aborder la question liée à l'amélioration du climat des affaires dans ces secteurs. Reportage. Augustin Kibassa Maliba, ministre des Postes, Télécommunications et du Numérique, et Popol Lubo, président de l'Association congolaise des sous-traitants dans ces secteurs, ont échangé autour de l'amélioration du climat des affaires dans les secteurs des télécommunications. L'Acoustique a remis un mémorandum au ministre Kibassa Maliba contenant les difficultés jugées discriminatoires par cette association. Aujourd'hui, nous parlons de la sous-traitance dans tous les secteurs, minières et tout ça, mais aujourd'hui, c'est les secteurs des télécommunications que nous voulons innover avec des grands projets, non seulement dans les secteurs privés, mais nous devons aussi monter dans les secteurs publics parce que le gouvernement nous donne cette opportunité. Un autre point qu'on a discuté avec le ministre de Pétentique et du Numérique, c'est la question d'accès au fait à ces marchés publics. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui détient aussi un plus grand projet, et surtout en fibre optique. Et cette question-là, on ne pouvait pas s'en passer tant que nous sommes là en train de, en quête, au fait,
des marchés. Selon son Excellence, Monsieur le ministre de Pétentique et du Numérique, il a été d'abord très content de nous voir pour discuter un peu sur les différentes questions concernant les climats des affaires. Et de deux, il a promis avec son cabinet qu'ils vont s'y mettre pour travailler avec, bien sûr, toutes les structures qui sont tout autour de son ministère. Les deux parties ont convenu de la mise sur pied d'une commission mixte pour tabler sur toutes les questions évoquées, et c'est là dans une étroite collaboration. Le ministre de la Pêche et l'Élevage, Jean-Pierre Tshimanga, s'est entretenu avec les diplomates norvégiens en poste en République démocratique du Congo. Les échanges ont tourné autour du renforcement de la coopération commerciale pour l'exportation et l'importation des poissons salés. D'autres détails dans ces reportages. Dans le souci d'améliorer la survie du peuple congolais, le ministre de la Pêche et l'Élevage, Jean-Pierre Tshimanga Bwana, a échangé ce mardi 2 juillet 2024 avec l'ambassadeur de Norvège, ODD Molester, au centre, et revoir les conditions de commerce de poissons salés et la coopération technique sur l'appui de l'industrie de la pisciculture et élevage en RDC. Au cours de ces échanges, le diplomate norvégien a souligné que la pêche et l'élevage en RDC est un sujet important pour la Norvège, occasion pour ces pays frères d'accompagner la RDC dans ce secteur de la pêche. En ce qui concerne les taxes sur le poisson salé appelé Makayabou, l'ambassadeur norvégien demande aux autorités congolaises de baisser la tarification pour les poissons salés en provenance de Pointe-Noire pour la RDC. On a vraiment focusé sur la discussion autour d'un produit de grande importance pour nos deux pays, le Makayabou, ambassade. Problématique de taxes aussi entre Congo-Brazzaville et la RDC. On a aussi discuté d'autres dossiers sur l'élevage et sur la coopération un peu plus technique pour appuyer le développement d'une industrie de pisciculture et d'élevage en RDC. Notre demande concrète, il s'agit des niveaux de taxes sur le Makayabou, si possible pour régler l'importation, pour aussi augmenter les recettes pour l'État congolais, baisser les taxes. ODD Molester s'est dit très heureux de voir la détermination et le souci du ministre qui tient à ces partenariats gagnant-gagnant pour les deux pays. Signalons que les poissons salés pour la Norvège constituent un produit stratégique dont elle est l'un des plus grands producteurs et exportateurs du monde. La masculinité et la problématique du rôle des femmes dans le développement, ces DCG ont figuré au centre des échanges lors d'une rencontre de partage d'expériences baptisée Mobali Pona. Les participants des différentes organisations de la société civile, délégués venus des différentes provinces qui ont participé à l'échange d'expériences sur les masculinités positives, Mobali Pona Mwasi, avaient les jours suivants travaillé dans 2 panels différents. Ils avaient entre autres tablé sur l'engagement des hommes à promouvoir la masculinité positive. La plupart d'entre eux sont devenus des vrais acteurs du changement. Cet atelier nous a permis d'avoir vraiment des échanges fructueux entre les différents acteurs impliqués dans la thématique de la masculinité positive et aussi les acteurs du projet, pour qui nous avons vraiment apprécié la qualité de participants, mais aussi d'intervenants qui sont allés vraiment dans le plus profond de la thématique pour expliquer de manière claire et concise c'est quoi la thématique et comment est-ce qu'elle fonctionne à différents endroits et à différents niveaux. Mobali Pona Mwasi, une approche qui implique les organisations rurales et scolaires au niveau local pour une société égale et égalitaire. Voilà pourquoi au dernier jour, il a été convenu avec l'aide du consortium Trias, APF, Sofepadi, de mobiliser plus de ressources afin de mieux répondre aux défis et difficultés pour la mise en œuvre du projet Mobali Pona Mwasi, de créer un cadre d'échange permanent entre les différents acteurs œuvrant dans ces secteurs, d'associer les activités économiques en faveur des femmes, d'impliquer aussi les acteurs étatiques dans la mise en œuvre de ces projets afin d'avoir un impact considérable à tous les niveaux. Rappelons par ailleurs cette intervention de l'expert en genre, Faïda Mwangilwa, en édifiant l'assistance sur les étapes ayant conduit à l'acceptation de la masculinité positive avec l'adoption du document de l'intégration genre suivi de l'inscription de la parité dans la Constitution et actuellement s'ajoutent ces efforts de la transformation au niveau local.
À quelques jours de la célébration de la Journée internationale des sensibilisations à l'albinisme, une matinée d'échange a été organisée à Kinshasa pour aider les personnes atteintes d'albinisme de lutter contre les préjugés et les discriminations. Reportage. Une décennie pour un projet collectif. C'est sous ces thèmes interpellateurs que s'est orienté les échanges de la conférence débat centrée sur l'albinisme. Une activité organisée par la fondation Bijou Djemelas en marge de la célébration de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, célébrée chaque 29 juin. La dite conférence a permis aux participants de s'imprégner de leur situation et d'intérioriser certaines méthodes de prévention contre le cancer de peau. Non, ils sont des êtres humains. Nous disons non, non, non à la discrimination aux personnes atteintes d'albinisme. Ils doivent être pris en charge, ils doivent être considérés comme tout être humain. Le message, je le passe aux chefs de l'État et aux membres du gouvernement de penser à une bonne prise en charge de personnes atteintes d'albinisme. Parce que vous allez constater même dans des écoles de petits enfants, ils n'arrivent même pas à étudier parce qu'ils ont des problèmes, ils n'ont même pas de lunettes. Leur peau, c'est différent de nos peaux. S'il y a un grand soleil, ils ont déjà des problèmes des irritations et ça crée des cancers des peaux. Alors, ils doivent être pris en charge dans d'autres pays. Ils sont pris en charge, pourquoi pas chez nous? Une bonne prise en charge. Parce qu'il y a quand même des démarches qui sont en train de se faire et tout. Nous avons le ministère de PVH, personne va avec handicap, oui, nous avons tout. Mais qu'ils puissent encore soutenir ça. Nous voulons que ça puisse faire mieux que ce qu'ils font. L'autre point de cette manifestation, c'est la remise de présents par la présidente de cette fondation, Bijou Djemelas, aux enfants albinos et c'est en présence de plusieurs autorités politico-administratives et municipales. Les membres de la société civile, acteurs politiques et sociaux s'étaient retrouvés pendant 3 jours à l'hôtel Memling à Kinshasa dans le cadre d'un atelier des plaidoyers participatifs et des sensibilisations à la lutte contre la cyberviolence verbale. Reportage. La cyberviolence verbale, devenue une arme de langage dans la communication de messages politiques, amène de plus en plus les acteurs politiques dans les dérapages. Faute d'une bonne réglementation juridique en la matière, la société civile pense qu'il lui faut des stratégies pour lutter contre l'intolérance. C'est dans cette optique que s'est organisé cet atelier préparatif du plaidoyer de sensibilisation des acteurs politiques à la cyberviolence. À la 3e et dernière séance de ce 28 juin, M. Tito Ndombi, ancien dirigeant de CESAC, y a été associé pour apporter son expertise et expliquer les méthodes et outils de lutte contre la cyberviolence verbale. Les résultats attendus et les recommandations pour l'aboutissement de ces plaidoyers sont présentés par le coordonnateur Christian Moleka sous forme d'une synthèse. Aujourd'hui, nous avons reçu le président honoraire du CESAC, M. Tito Ndombi, qui nous a aidé à voir quels sont les outils et les méthodes que nous disposons aujourd'hui pour réguler la cyberviolence, notamment via le CESAC. Et manifestement, notre dispositif législatif ne couvre pas ce genre de situation. Et donc, les réflexions ont tourné essentiellement sur comment on fait pour renforcer la collaboration, comment on fait pour améliorer les dispositifs légaux chez nous, pour intégrer cette problématique de la cyberviolence, et comment on fait pour former les personnels. L'atelier aboutira par la mise en œuvre d'une coalition de la société civile autour des initiatives que nous sommes en train de soulever, et le plaidoyer sera adressé aux acteurs concernés, à la fois institutionnels et non institutionnels, pour que les solutions idoines soient apportées. Cette initiative a bénéficié du consentement des participants qui encourage la synergie de tous pour la réussite. Comment lutter contre les déchets ménagers et autres en République démocratique du Congo? La question a fait l'objet de discussions lors d'une conférence débat placée sous les thèmes les déchets, un tueur silencieux. C'était au salon rouge du ministère des Affaires étrangères à l'initiative du réseau congolais de gestion des déchets. Reportage.
La mauvaise gestion des déchets propage les maladies et affecte le développement économique. Telle est entre autres la problématique abordée au cours de cette rencontre d'échange. Parmi les intervenants, il y avait le professeur Pierre-Albert Ngwelele, responsable du réseau congolais de gestion des déchets et expert au FONAREV. Cet expert en environnement a mis un accent particulier sur les problèmes liés à la gestion des déchets et les effets de celui-ci sur l'environnement. Ce que je peux retenir, c'est qu'ils ont besoin de la salubrité publique qui soit rétablie de la part de nos autorités, avec la contribution des scientifiques et bien sûr aussi de la FEC qui doit créer des emplois pour que les Congolais soient des entrepreneurs dans ce domaine de l'assainissement. Mais nous voulons être ensemble, qu'on doit faire des plaidoiries pour qu'on soit crédible. Représentant la ministre d'État, ministre en charge de l'environnement et développement durable, empêché, héritier, Mpiana, s'est apaisanti sur la gestion responsable des déchets ménagers et autres. Ceci dans le but de mettre la population à l'abri des maladies des mains sales. Bien gérer les déchets, c'est-à-dire quoi? On doit savoir les trier, les transformer. Comment faire en sorte que ces déchets ne puissent pas nuire à notre santé. Placé sous le thème « Les déchets, un tueur silencieux », cette conférence débat a eu le mérite de réveiller l'assistance sur la responsabilité commune de chacun, afin de savoir comment l'on peut gérer et traiter les déchets en République démocratique du Congo. Je vous amène cette fois-ci dans la province du Haut-Katanga où s'effectuent les travaux de construction d'un mur de protection de l'université de Lubumbashi. Question de protéger les étudiants de cette institution. Reportage. Pour s'assurer de l'évolution des travaux et de l'appropriation du projet par la population, le professeur Gilbert Kishiba, recteur de l'université de Lubumbashi, s'est rendu sur le campus universitaire mardi 2 juillet 2024. Accompagné de membres du comité de gestion, les recteurs s'est entretenu avec la population environnant les cités universitaires, leur faisant part de l'importance de l'érection d'un mur de clôture. Les cités universitaires ne sont pas un passage public, a-t-il martelé. La sécurisation des étudiants internes et externes, ainsi que du foncier de l'UNILU, souvent victime des spoliations, voilà ce que visent ces travaux initiés par les recteurs Gilbert Kishiba et exécutés par l'intendance générale. Sur place, le recteur a fait part de sa volonté de voir les travaux s'achever au plus vite. La construction de ces murs de protection est un investissement dont est fier le recteur Kishiba. Il s'agit d'un investissement à partir des fonds en interne. C'est une sécurisation des étudiants, satisfait aussi de la part de la population estudiantine, bien sûr, qui dans ce cas-là est tranquille dans son espace de vie. Sécuriser le campus universitaire à travers ce mur, c'est sécuriser son propre enfant. Ainsi, avec la construction de ces murs, de nouvelles mesures de circulation sur les sites universitaires seront prises pour réglementer les mouvements de la population. Et l'on en vient maintenant à ce SOS lancé par les personnes vivant avec les VIH, ceci dans le but de renforcer les prises en charge. D'autres détails dans ce reportage signé Constance Manonga. La principale mission du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose est de lutter contre ces trois maladies et bâtir un monde en meilleure santé, plus sûr et plus équitable pour toutes et tous. Voilà qu'à ce jour, cette mission ne semble pas être accomplie et pour cause, les manques d'activités communautaires avec le financement du Fonds mondial en RDC. Ce qui a poussé les bénéficiaires des soins regroupés au sein de l'Union congolaise des personnes vivant avec le VIH, y compris de hausser les tons. Ils ont déposé les mémorandums contenant leurs desiderata pour que les négociations aboutissent dans le sens de sauver des vies. 6 mois après le début de la 7e reconstitution des ressources du Fonds mondial, le pays n'a pas encore les récipiendaires principaux communautaires, situation inédite, alors que le travail a été fait sur les mesures de mitigation des risques par Tchai. Il y a un risque de pouvoir manquer les médicaments, il y a un risque que les nouvelles contaminations puissent augmenter. C'est pourquoi nous sommes venus pour justement attirer l'attention des parties
prenantes qui sont sur la négociation, de pouvoir tenir compte de nos revendications et de privilégier l'intérêt des bénéficiaires dans leurs négociations. La situation sur terrain ne présente pas un bon tableau, d'où ces cris des PVVIH auprès du ministre de la Santé publique, du CCM, du médecin directeur du PNLS, de Madame la portefeuille du Fonds mondial et du directeur pays des Tchai RDC pour un aboutissement heureux dans leur prise en charge. Et à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, une messe d'action de grâce a été dite dans la paroisse Shekina de la communauté des envoyés du Christ. À cette occasion, l'élu de Selembao, Jean-Paul Dikoui, a remis quelques présents aux fidèles de cette église. Reportage. Humilité et restauration, ce sont les deux thèmes abordés par le pasteur de la paroisse Shekina de la communauté des envoyés du Christ devant les fidèles composés de la population de Selembao et d'une de ses élus à la députation provinciale en la personne de Jean-Paul Dikoui. Coïncidant avec le 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, l'élu de Selembao profond a posé de gestes de cœur à l'endroit de fidèles de cette communauté. L'élu de Selembao a dit qu'à travers ces gestes, il accompagne le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa politique d'encadrement de la jeunesse. Profitant de l'occasion, Jean-Paul Dikoui a annoncé à sa base de l'UDPEX, extension de Selembao, la création de sa fondation qui porte son nom, qui a pour mission encadrer le filles-mères en coupe et couture ainsi que les autres métiers. Le lieu de Selembao a exprimé sa gratitude au chef de l'État et à sa base pour la confiance placée en lui. En sport et en football, la CAN 2025 se tiendra au Maroc du 21 décembre au 18 janvier 2026. Dès demain, déjà est prévu le tirage au sort de cette compétition africaine en Afrique du Sud. Reportage. La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations pointe à l'horizon et le Maroc a été voté comme pays hôte pour organiser cette compétition après 22 voix sur 25 que comptent les comités exécutifs de la CAF. Le tirage au sort des éliminatoires de cette dernière aura lieu ce jeudi 4 juillet à Johannesburg, en Afrique du Sud, à partir de 13h30 heure de Kinshasa. Le Maroc organise pour la deuxième fois la CAN après l'édition de 1988, mais cette fois-ci, elle ne se déroulera pas à la période initiale de janvier à février. Un fait nouveau qui n'a jamais eu lieu depuis la création de cette compétition qui auparavant était organisée aux années paires jusqu'à sa transition aux années impaires en 2013 avec comme pays hôte l'Afrique du Sud. La Confédération africaine de football, CAF en sigle, a fixé officiellement le vendredi 21 juin 2024 le date de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. 6 villes ont été retenues pour accueillir cette compétition, notamment Rabat, stade Moulay Abdillah, Casablanca, stade Mohamed V, Tanger, stade Ibn Battuta, Fès, stade du complexe sportif, Agadir, stade Agrar et Marrakech, grand stade de Marrakech. 24 pays répartis en 6 groupes de 4 vont s'affronter avec un total de 50 des matchs. Tout reste à suivre car le tirage au sort qui est prévu ce jeudi donnera une vue panoramique aux pays qui vont disputer les éliminatoires de cette nouvelle édition de la CAN. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal sur notre antenne. Merci à vous de l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Merci également à toute l'équipe technique, et notamment à Ramadan, à Pokigeri, Shimawasa, Riban, Kumbu, ainsi qu'à Joël Mpiangou, Nzasi, grâce à qui nous avons pu vous informer. Restez bien entendu sur notre chaîne. L'information est en continu en français également dans les autres langues de diffusion. Demain matin à 7h, retrouvez Gaëtan Magalano pour un autre rendez-vous d'actualité. Moi, je vous dis merci et à demain.